Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire. On va avoir la chance d'être accompagné de Valérie pour parler support et résistance. Le thème de ce soir, comment identifier les supports et les résistances qui auront le plus d'impact. Alors, avant que je laisse la parole à Valérie pour se présenter, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit, s'il vous plaît, dans la fenêtre questions, que le son fonctionne correctement et que vous voyez bien la présentation, voilà, vous confirmez à l'écrit. Une petite section questions. Vous avez un carré avec un point d'interrogation. Parfait. Tout fonctionne. Eh bien, Ah, écoutez, sachez que c'est cette section que vous pourrez utiliser pour poser vos questions tout au long de la présentation et Valérie y répondra. Donc, vraiment, n'hésitez pas à bien la prendre en main. Merci à tous. Eh bien, je laisse la parole à Valérie pour se présenter et puis après, on parlera un petit peu des avertissements. ok, bonsoir à tous, bienvenue. Je travaille donc chez Day by Day, qui est une société qui fait du conseil auprès d'un ensemble d'investisseurs à partir d'analyse comportementale. Et une des méthodes en analyse comportementale qui est très connue, c'est l'analyse technique, ou plus précisément le chartisme, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas tellement de ce que disent les indicateurs, mais avant tout de ce que racontent les prix. Et j'ai commencé à utiliser cette discipline en 1985, quand j'ai commencé à travailler sur les marchés financiers en tant que market maker sur les marchés d'options. Les marchés d'options en fait n'existaient pas encore en France, et je travaillais aux États-Unis. Enfin, j'apprenais ce que c'était qu'une option aux États-Unis. On m'avait donné un capital et on m'avait dit de le dépenser à ma guise en achetant et en vendant des options. Donc il me fallait des anticipations. Et quelqu'un m'a dit: «Ah mais écoute, tu devrais utiliser l'analyse technique, ça aide à comprendre si ça va baisser, si ça va monter, et cetera». Donc c'est là que j'ai commencé. J'ai trouvé que ça avait très bien marché pendant le crack de 87 et du coup, je n'ai plus jamais arrêté de l'utiliser. Et voilà, et je l'ai enseigné à de nombreuses reprises et c'est donc vraiment le cœur de mon activité maintenant. Maëva, Parfait. si Merci beaucoup Valérie. Alors, avant que je repasse la main à Valérie, un petit rappel hein, pour les avertissements. Donc, ceux qui ont l'habitude de nous suivre les connaissent. Je vous rappelle que Valérie va être amenée à vous montrer des graphiques, etc. Il s'agit absolument pas de conseils, c'est simplement des exemples qui seront là pour illustrer son propos. On reviendra à la fin du webinaire sur les différents types de comptes qui existent chez IG. Sachez que le type de compte qui est ouvert par défaut, c'est un compte à risque limité sur lequel vous avez l'obligation de passer un stop garantie, ce qui vous permet vraiment de commencer à trader de façon très sécurisée. Voilà, un petit rappel sur IG, on va fêter cette année nos 50 ans, nous sommes cotés à la Bourse de Londres, on a plus de 381 000 clients à travers le monde, nous sommes leaders de l'investissement mondial en ligne et vous nous retrouvez en partenariat avec ProRealTime, on a une plateforme web et bien sûr notre application, ce qui vous permet vraiment de pouvoir trader à tout moment. Je te passe la main Valérie. oui, j'attends. Voilà, alors, hop, je sélectionne cette fenêtre et normalement, j'ai l'impression que c'est bon. Vous voyez alors le début du séminaire, les premières slides, je les passe puisque voilà. Et je crois que c'est voilà, c'est bien là qu'on va commencer aux définitions. Donc ce soir, on va s'intéresser à quelque chose qui est vraiment central dans l'analyse technique, qui sont alors enfin le plus important selon moi, c'est la tendance. Mais en fait, pour bien définir la tendance, on a aussi besoin de définir les supports et les résistances. Et jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment fait la base de la base. Donc, qu'est-ce que c'est que ces supports et ces résistances et quels sont les meilleurs supports et résistances. Alors, comme définition, le support, pour qu'on s'entende bien, c'est un niveau que l'on va trouver sous le dernier cours connu. Il est là pour soutenir, donc il est en dessous pour soutenir, alors que la résistance, à l'opposé, est au-dessus du dernier cours connu, parce qu'il y a des gens qui mélangent un petit peu les deux termes, c'est dommage de ne pas avoir une terminologie. Il y a une terminologie, il faut l'utiliser correctement. Alors ce support,
quand on l'identifie, c'est a priori, quand on identifie un support qui est bien identifié, c'est une zone de prix sur laquelle les prix peuvent rebondir. Alors qu'à l'opposé, la résistance, c'est la zone de prix depuis laquelle les prix peuvent baisser. Il faut aussi garder en tête que le support, c'est une zone de marché où on doit sentir une certaine peur se développer. Alors que la résistance, c'est une zone sur laquelle on doit avoir un certain enthousiasme ou un certain optimisme qui se manifeste. On va en reparler de ça tout à l'heure. Je vous donnerai quelques exemples, justement, enfin un exemple flagrant parce que c'est un cas d'école extraordinaire. Mais c'est quelque chose que vous devez garder en tête parce que vous pouvez y être attentif pour vous-même. Si vous avez préparé votre analyse, que vous avez tracé un niveau de support et qu'en arrivant dessus, vous avez peur, eh bien, ayez confiance. Parce que c'est normal d'avoir peur sur un support. C'est pour ça que le support marche d'ailleurs, c'est parce qu'on y a peur. On va en parler justement bientôt. Donc soyez attentifs à votre émotion en arrivant sur ces niveaux parce qu'il est normal d'avoir peur sur le support et quand on arrive sur la résistance, il est très fréquent qu'on soit persuadé qu'on va la dépasser. Alors, le graphique tout simple, voilà, on a une zone de support et une zone de résistance. Je sais plus ce que je vous ai mis, c'est peut-être l'euro sterling, mais je suis pas absolument certaine. Mais peu importe, hein, parce que c'est la même chose partout. Voilà, on a ici autour de 0,83 cette zone de support qui a été testée à de très nombreuses reprises, alors que autour de 0,93 on a cette zone de résistance de la même façon qui a été traitée très régulièrement. Donc il y a des supports intraday, mais il y a aussi des supports à très long terme. Bien entendu, deux pays qui ont des économies qui sont aussi imbriquées que l'Europe et la Grande-Bretagne ont des devises qui, dans l'ensemble, évoluent dans des couloirs. Il n'y a pas beaucoup de tendance. Alors, pourquoi les supports et les résistances existent-ils ? Parce que c'est une question importante. Souvent, j'entends dire que c'est autoréalisateur. Non, pas du tout. C'est pas pour des raisons d'autoréalisation. Il faut plutôt se pencher sur ce qui se passe dans le marché pour créer un support. Donc, si on veut créer un point bas, hein, le support il est sous les cours, il faut commencer par baisser, bien entendu. Et pendant que les prix baissent, vous le savez, il faut toujours un acheteur et un vendeur pour faire une transaction, mais dans la baisse, le vendeur, en fait, il est pressé de vendre beaucoup plus que l'acheteur n'est pressé d'acheter. Il y a un rapport de force qui est en faveur de l'acheteur, puisque l'acheteur va pouvoir dire qu'il achète plus bas, alors que le vendeur, lui, va devoir accepter de vendre moins cher. Donc, on peut dire que les vendeurs sont de plus en plus pressés de vendre et les acheteurs de moins en moins pressés d'acheter. Dans la reprise, on va avoir des acheteurs, au contraire, qui vont être pressés d'acheter, qui, plus ça va aller, plus ils vont vouloir payer cher, donc ils vont s'enthousiasmer petit à petit, alors que les vendeurs vont plutôt être démotivés et eux, ils ne vont pas avoir, il va falloir que le prix soit élevé pour qu'ils acceptent de vendre. Et donc, entre les deux, sur cette zone de support, il y a un moment où il y a un équilibre entre cet enthousiasme des acheteurs et cette précipitation des vendeurs qui étaient là auparavant. Alors, qu'est-ce qui fait cet équilibre et comment, qu'est-ce qu'on peut remarquer à ces moments-là? Eh bien, quand on arrive plutôt en bas d'un mouvement de baisse, très fréquemment, il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent sur le marché en quantité. Donc, en bas de la baisse, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Et les investisseurs ont peur parce qu'il y a ces mauvaises nouvelles et que les prix ont déjà beaucoup baissé. Donc, ils ont peur et c'est pour ça qu'ils ont été très pressés de vendre. Mais il y a un moment où, en fait,
les vendeurs ne vont plus rien avoir à vendre. Alors, plus rien, c'est pas parce que toutes les actions ont été vendues, c'est pas possible, mais disons que en fonction des contraintes de gestion qu'ils ont, ils auront vendu à un moment donné le maximum de ce qu'ils pensaient avoir à vendre. Hein, je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous, mais quand on est gérant de portefeuille, on a un ensemble de contraintes à respecter et donc on se fixe des objectifs d'allocation, de pondération de valeur dans un portefeuille et quand on a atteint la pondération la plus faible pour une valeur que l'on pensait vouloir atteindre, c'est pas forcément zéro hein, d'ailleurs, on va arrêter de vendre à ce moment-là. Et quand on arrête de vendre, en fait, il suffit de très peu de choses pour que tout d'un coup, il y ait quelques acheteurs timides qui viennent modifier l'équilibre précédent, quelques acheteurs de plus qui viennent modifier l'équilibre précédent, et donc les cours recommencent à monter. Mais les nouvelles ne sont toujours pas bonnes à ce moment-là. En fait, c'est après que les cours aient monté que vous pourrez constater que les nouvelles et les bonnes nouvelles vont arriver. Et c'est quand on va arriver plutôt vers la fin de la hausse qu'on aura beaucoup de bonnes nouvelles. Et là, de façon symétrique, la hausse va s'arrêter quand les acheteurs auront acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter de cette action, hein, parce qu'on ne met pas tout son argent sur une seule action. Donc si normalement on est limité à 5% par valeur pour la plupart des fonds, quand on a atteint les 5%, on ne peut plus en acheter. Voilà, donc quand on a atteint à ce niveau-là, par exemple, la hausse a des chances de s'interrompre. Et là, il va falloir peu de choses pour que les vendeurs prennent le dessus. Voilà, donc je pense que vous ne me croyez pas hein, quand je vous dis que bien entendu c'est pas les nouvelles qui font qu'on rebondit, mais pourtant soyez attentifs dans le futur et vous verrez que c'est en général ça qui fait les choses. Si vous avez une bonne nouvelle pendant qu'on monte, là bien entendu les cours vont monter encore plus. Si vous avez une mauvaise nouvelle pendant qu'on baisse, les cours peuvent baisser encore plus. Mais il y a un moment, pourtant, où on va continuer à avoir des mauvaises nouvelles, où on n'aura toujours pas de bonnes nouvelles, et pourtant, l'équilibre va se faire, et les cours vont commencer à se retourner avant qu'on ait ces changements avant qu'on ait les bonnes nouvelles. Alors, à quoi ça sert de chercher les bons supports et les bonnes résistances. Bon, il y a beaucoup d'entre vous qui ont l'habitude de faire du trading qui savent certainement à quoi ça sert. Ceux d'entre vous qui sont peut-être un petit peu débutants et qui n'utilisaient pas encore régulièrement l'analyse technique, en fait, tout le trading doit s'organiser autour des niveaux de support et résistance. C'est-à-dire que vous devez acheter quand les cours baissent et approchent d'un support, et vous devez vendre quand les cours montent et approchent d'une résistance. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais du coup, il faut avoir les bons supports et les bonnes résistances parce que si le support que vous indiquez sur votre graphique il n'est pas pertinent, vous n'allez pas acheter au bon prix, ça va encore baisser derrière. Et peut-être que la résistance, on va jamais aller la tester, donc vous pourrez jamais vendre. Vous allez baisser avant qu'on atteigne la résistance. Donc là, je vous ai mis deux graphiques qui sont des graphiques du Russell 2000 aux États-Unis. Celui-là, il date du 6 février 2024 à 15h06 GMT, donc 17h heure européenne. Et celui-là, il date du 12 février à 16h15 heure européenne aussi. Et en fait, c'est des graphiques qu'on a publiés parce qu'on propose des idées des recommandations sur les turbos pour IG. Donc le 6 février, on a dit tiens, on a un support là qui nous semble intéressant sur le Russell, on est assez proche de ce support, on est en train de baisser, on revient dessus. On a proposé d'acheter et on a dit qu'on avait une première cible à 2011,50. Et quelques jours après, le Russell a rebondi, il est arrivé à 2011,50 et donc on a proposé de prendre des bénéfices sur cette position. Quand on a le bon support et la bonne résistance, c'est vraiment enfantin. Vous voyez, en quelques jours, paf, on achète et puis tout de suite après, on revend et ça s'est super bien passé. Alors, comment est-ce qu'on les identifie,
ses supports et ses résistances, et dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme support et comme résistance. Alors, comme support, déjà, tous les points bas sur un graphique sont potentiellement des supports, alors que tous les points hauts sont potentiellement des résistances. Après, on va avoir une ligne haussière qui va joindre deux points bas. Alors, des lignes haussières qui joignent deux points bas, c'est le problème, c'est qu'on en a l'infini parce qu'entre deux points, on passe toujours une droite. Et des points bas, on en a pas forcément l'infini, mais on en a énormément. Donc, on a énormément de lignes haussières. Donc, c'est des supports, hein, en théorie, et quand on commence l'analyse technique, eh bien, on a envie de tirer des traits entre deux creux. Moi, je vous le déconseille. Sincèrement, ça sert pas à grand chose. C'est beaucoup, beaucoup moins pertinent que le point bas tout court, ce qu'on appelle donc un niveau horizontal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les investisseurs, ils ont une mémoire des prix. Si vous avez acheté une valeur à 105 € il y a une semaine, qu'elle a monté et puis elle rebaisse et elle revient à 105 €, bah, en fait, il y a de fortes chances pour que vous ayez à nouveau envie de l'acheter parce que toutes choses étant égales par ailleurs, si l'environnement macroéconomique n'a pas énormément changé, si vous n'avez pas eu de nouvelles importantes sur le titre, bah si à 105 c'était parti à la hausse, quand on revient à 105, il y a de fortes chances pour que ça reparte à la hausse à nouveau. Donc c'est cette mémoire qui va aussi permettre au cours de rebondir. Alors que si vous tracez une ligne entre deux points, bah en fait de tête, on n'est pas capable d'actualiser une pente jour après jour. C'est juste impossible. C'est pas du tout un truc que notre cerveau sait faire. Et donc, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Vous pouvez aussi regarder les moyennes mobiles. Souvent, on vous dit oui, la moyenne mobile 100 jours ou la moyenne mobile 200 jours. Vous voyez des articles qui vous disent, oh là là, les indices passent sous la moyenne mobile 200 jours. C'est grave. Bon, en fait, prenez le temps de regarder ce qui se passe après qu'on soit passé sous une moyenne mobile 200. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc on vous dit que c'est un support ou une résistance, c'est pas super pertinent là non plus. Retracement de Fibonacci, très 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 pertinent. On a fait le séminaire précédent était sur Fibonacci et notamment le retracement de 38%, on en reparlera encore. Donc ça va venir confirmer un point bas que vous avez pu identifier. Si vous arrivez à trouver un retracement de Fibonacci qui est proche d'un point bas, là, vous savez que vous avez un niveau qui est particulièrement pertinent. Bandes de Bollinger, il y a des gens qui les utilisent comme support, mais vous voyez, si on a déjà du mal dans notre tête à calculer une pente d'une ligne haussière, alors calculer le niveau d'une bande de Bollinger dans sa tête, étant donné que c'est une moyenne mobile à laquelle on retranche un écart type, c'est vraiment le truc qu'on ne sait pas calculer de tête. Donc, là, pour le coup, la bande de Bollinger ne fonctionne que si il y a suffisamment de gens qui regardent la bande de Bollinger, sachant que si tout le monde regardait la bande de Bollinger, ça ne marcherait pas non plus. Parce que quand tout le monde veut acheter au même prix, bah en fait, le prix, si vous voulez, tous les ordres d'achat sont au même niveau, mais ça se produit pas dans la vie. Parce que si vous voyez dans le carnet d'ordre que vous avez 1 million de titres à l'achat à 40 €, vous êtes malin, hein, vous allez vous mettre à 40,01 pour être sûr d'avoir les titres, puisque vous voyez bien qu'à 40, ça va rebondir, tout le monde est à l'achat. Donc vous allez vous mettre à 40,01, mais vous n'êtes pas le seul petit malin. Donc il y en a un autre qui va se mettre à 40,02 quand il va voir qu'il y a des gens qui se sont mis devant lui à 40,01. Donc en fait, si tout le monde a le même niveau, bien, tout le monde se met à changer son niveau en fonction de sa conviction. Et si la conviction est très forte, le titre finalement va rebondir à 41. Si la conviction est un petit peu moins forte, peut-être qu'il va rebondir à 40,10. Mais en tout cas, on n'ira pas à 40. Donc, cette histoire d'auto-réalisation,
bah, elle ne peut pas fonctionner, elle ne fonctionne pas plus de toute façon que ce qui se passe avec toutes sortes d'autres analyses. Et surtout, sur une bande de Bollinger, bah, il n'y a que ça qui peut permettre au prix de rebondir sur la bande de Bollinger. Voilà, alors tout ce que je vous ai dit pour les supports, donc symétriquement, existe pour les résistances. Et les deux sortes de supports et résistances qui fonctionnent, ce sont les points hauts et les points bas, et les retracements de Fibonacci dans les deux cas, que ce soit en support ou en résistance. Alors là, je vous ai mis un petit dessin de quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas, mais qui m'envoie de temps en temps ses analyses. Eh bien, typiquement, voilà ce que je vous conseille de ne pas faire, parce que ce qui se pense clairement se dessine clairement. Et là, on ne voit rien du tout. Il y a des niveaux partout, il y a des traits partout. Donc, un graphique, c'est fait pour pouvoir prendre des décisions pendant la journée, quand le marché bouge, quand il se passe des choses qui peuvent déclencher des émotions. Donc, le graphique, il doit être très clair, très simple. Vous arrivez sur le support, vous ne devez pas réfléchir, vous achetez, vous arrivez sur la résistance, vous ne réfléchissez pas, vous revendez. Bon. Et là, en fait, il faut réfléchir à chaque fois qu'on le regarde pour comprendre ce qui va se passer, où il est le niveau où on est prêt à acheter réellement. Hein, sur votre graphique, c'est ça que vous devez mettre. Le niveau sur lequel vous êtes prêt à acheter et le niveau sur lequel vous êtes prêt à vendre. Donc, c'est pas du tout le type de graphique qu'il faut faire. Sur un graphique, moins il y a de choses, mieux c'est. OK? Les éléments qui vous permettront d'acheter et de vendre. C'est ça qu'il faut que vous identifiez et rien d'autre. Alors, on a déjà commencé à voir que les points bas et le retracement de Fibonacci étaient particulièrement importants pour tracer, donc pour identifier les supports et les résistances. Parfois, hélas, on a plusieurs points bas qui sont proches les uns des autres. Et je vous ai dit qu'il fallait mettre peu de choses sur son graphique, donc il faut décider lesquels on va garder. Quels vont être ceux qu'on va effacer de son graphique. Pardon, j'ai mon siège qui s'en va. Voilà. Quels sont les supports que vous allez effacer et quels sont ceux que vous allez conserver. Alors, vous allez vous appuyer bien sûr sur le retracement de Fibonacci. Vous voyez, je vous l'ai mis en gras, le retracement de Fibonacci, c'est le niveau qui a le plus de force sur tout autre niveau. C'est toujours lui qui gagne. Mais si ce retracement de Fibonacci, il est très loin, s'il y en a beaucoup d'autres niveaux en plus, etc., vous allez vous baser sur, alors ça c'est très connu, bien entendu, le nombre de tests du support. Plus le support a été testé, plus il est fort, en théorie. C'est vrai, c'est-à-dire que quand on a déjà eu 2 tests d'un niveau horizontal, le 3e test, souvent, très souvent, fonctionne. Le 4e peut encore marcher. Le 5e, ça commence à être très rare parce que justement, tout le monde l'a vu, le 5e. Et en fait, tout le monde est déjà positionné à l'avance. Et finalement, si vous avez déjà acheté, quand vous revenez sur le niveau, vous n'avez plus forcément d'argent pour acheter encore plus. Donc, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus exagérer le nombre de tests parce qu'il y a un moment où les supports cessent de supporter et les résistances cessent de résister. Un autre élément en revanche qui est assez important et qui vous permettra de repérer les niveaux qui sont vraiment forts et difficiles à pénétrer, c'est l'émotion qui a accompagné la formation d'un support. Et donc, plus l'émotion a été forte, un point qui est trouvé dans beaucoup d'émotions est un point qui va être très fort. Et cette émotion, comment est-ce qu'on la voit sur le graphique? On la voit par la vitesse. Quand on a un marché qui va très vite, c'est que les investisseurs sont soumis à une émotion très forte. Donc, quand ils baissent très vite, c'est que la peur est très importante. Quand ils montent très vite, c'est que l'optimisme est très important. Donc, voilà par exemple un graphique sur Lufthansa qui est peut-être un peu vieux, hein, parce que je suis allée chercher justement quelque chose où ça pouvait être assez évident à voir. Et
Et vous voyez que ces extrêmes, en fait, cet extrême-là aussi, vous avez une très très grande bougie noire, un gap, puis après une bougie noire qui est aussi relativement importante. Donc pas mal de vitesse qui s'est développée ici, qui a commencé avant. On a baissé, on a remonté, beaucoup d'agitation, beaucoup de vitesse. Ça, c'est une zone. En fait, on a mis très très longtemps avant de la redépasser par la suite. Sur ce creux ici, on avait aussi beaucoup d'émotions parce qu'en fait, regardez, on avait clôturé à ce niveau-là et le lendemain, voilà où on a ouvert. Donc très gros gap, plus une grande bougie, très très forte variation. Hein, d'une clôture au lendemain, on a fait pas la moitié du mouvement des 2-3 dernières semaines, mais enfin plus du tiers en tout cas du mouvement précédent qui a été amplifié. Donc grosse zone d'émotion. Et de la même Alors, façon, on a une question, oui. Valérie, justement, par rapport à ce graphique. Quelle est Mhm. l'unité de temps utilisée? Ça, c'est la première question. Et la Oui. deuxième, c'est comment s'orienter vers la bonne unité de temps pour repérer les supports et les résistances? Voilà les deux Ok. questions. Alors, les unités de temps, tout ce que je vous dis peut être appliqué sur n'importe quelle unité de temps. C'est complètement indifférent. Maintenant, quel graphique devez-vous utiliser? J'en ai déjà parlé une ou deux fois, je crois. Ça dépend du trading que vous voulez faire. Il faut que vous utilisiez le graphique qui correspond à votre horizon de temps. Alors, si vous voulez ouvrir et clôturer une position dans la journée, il faut plutôt que vous utilisiez des graphiques en 30 minutes, hein, à peu près, 30 minutes à 1 heure. Si vous voulez ouvrir et clôturer une position dans la semaine, vous allez plutôt travailler sur des graphiques en 2 heures ou 4 heures, en barre 2 heures ou 4 heures. Et si vous voulez tenir des positions pendant 3 mois, 4 mois, il faut travailler sur des graphiques en base au moins hebdomadaire. Voilà, donc je vous renvoie, je crois, au premier webinaire qu'on a fait, Maëva, c'était au mois de juillet, je crois, dans lequel, oui, c'était pour comment ça s'appelle? Le Votre concours, concours, là, vous aviez fait un concours et où c'est ça. justement, j'avais précisé comment vous devez choisir le graphique en fonction de votre horizon de temps. Là, je ne vous ai pas donné la méthode, je vous ai juste donné les conclusions, mais il y a une méthode. Euh, donc ça, c'était les deux questions, hein, c'est bon? Oui, J'ai parfait. répondu? Ok. Alors après, un exemple de test multiple. Euh, sur JCDecaux, en fait, vous voyez, il y a des niveaux qui ont de l'écho. Hein, ce niveau rouge là, il a été testé une fois là, une deuxième fois là. Donc quand on voit qu'il est testé deux fois, paf, on le franchit. On se dit ah bah tiens, avant il était résistance, les gens vendaient quand on arrivait. Alors c'est un abus de langage hein, de dire les gens vendaient, puisqu'on l'a vu, il y a toujours autant d'acheteurs que de vendeurs. Mais quand on arrivait à 23,70, eh bien, les acheteurs devenaient plus agressifs. Pardon, les vendeurs devenaient plus agressifs que les acheteurs et du coup, les cours rebaissaient sur la zone de support autour de 21 euros. Ce jour-là, on franchit 23,70, donc ça veut dire que les gens qui auparavant étaient agressifs à la vente le sont beaucoup moins. Et donc, on continue à monter, et on va tester la zone du précédent sommet. Et d'ailleurs, avant même d'aller là-bas, on revient tester 23,70. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une polarité. Et on vient vérifier, le marché vient vérifier que là où auparavant les gens était majoritairement à la vente, puisqu'on a réussi à franchir, le marché maintenant peut rebondir et les gens sont majoritairement à l'achat. Bon, pas de pause sur JC2Co, c'est quand même vraiment pas une valeur de fonds de portefeuille, celle-là, donc paf, elle est repartie à la baisse très rapidement, elle a enfoncé l'autre support. Mais quand elle a rebondi, elle est revenue encore trouver ce même niveau à 23,70. Et après, quand on a rebaissé, eh bien, elle a enfoncé 20,90 et elle est revenue tester ce niveau précédent. Donc, ce que je veux juste vous montrer là, la stratégie de trading, il faut aussi mettre en place la tendance, etc. Mais on a quand même des niveaux sur lesquels, quand on y arrive, il se passe quelque chose. Hein,
il y a des réactions qui sont extrêmement nettes sur ces deux niveaux sur JC2Co. Alors, maintenant, on va regarder ce qui s'est passé sur LVMH l'année dernière et cette année d'ailleurs. En termes de publications fondamentales, et vous vous en souvenez peut-être, ou vous vous en souvenez peut-être pas, mais enfin, très clairement, l'année dernière, là, au mois de mai-juin, tout le monde disait le luxe, c'est extraordinaire. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça monte toujours. Ces boîtes, c'est magique. Elles publient tout le temps des chiffres d'affaires en hausse. Il y a de l'inflation, elles s'en moquent. Leurs bénéfices, ils montent. Leurs revenus, ils montent. C'est extraordinaire. Alors, là, c'est les publications de résultats, E pour earnings. Et donc, au mois de juillet, on a eu une publication de résultats. Elle est écrite là, hein, 24 juillet. Vous voyez ici July, je vous mens pas, hein, c'est la publication du 24 juillet qui est indiquée là. Et voilà ici ce qui a été publié par LVMH le 24 juillet. Ou le 25, voilà, 25 juillet. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice par action annoncé, c'est 16,93. EPS mean value, c'était le consensus des analystes attendait 15,75. Donc, on a une différence de 1,18 €, ce qui s'appelle une bonne surprise de 7,42%. Donc, si LVMH publie des résultats supérieurs à ce que les analystes attendaient, ils étaient aussi supérieurs aux résultats précédents, hein. Et ben, ça doit être une hausse, hein, en théorie. Eh ben non, pas de peau. Ça a carrément décalé à la baisse et puis ça n'a pas cessé de baisser. Et arrive le mois de janvier 2024. Donc, quand je vous parlais de zone d'enthousiasme ici, allez lire les forums, etc. Au mois de mai, juin sur LVMH. Hein. N'hésitez pas à retourner en arrière. Vous verrez que dans l'ensemble, les commentaires sont positifs et que les gens ont plutôt envie d'acheter LVMH. Quand on arrive au mois de janvier, publication du 25 janvier sur le dernier trimestre, le BPA qui est publié, c'est 13,40. L'attente des analystes, c'est 16,80. La différence, c'est 3,40 € par action. La surprise, elle est négative de moins 8%. Mauvaise surprise. Bon, bah normalement, si les résultats sont mauvais, le titre devrait baisser. Bah non, il explose à la hausse. Donc ici, on a bien eu cette zone de déception parce qu'en fait, je vous le rappelle, vous l'avez peut-être oublié, pendant toute cette période, on a des sociétés comme Richemont, par exemple, ou Burberry's, qui ont publié des warnings sur leurs ventes, qui ont dit qu'ils avaient des gros problèmes de ralentissement de la demande, que la Chine, ça se reprenait pas du tout comme c'était attendu, etc. Donc, on était bien dans une zone de déception et on a eu une mauvaise publication et les cours sont montés. Bon, voilà. Donc, cet exemple, tout ne fonctionne pas toujours comme ça, hein, mais je le trouve absolument extraordinaire. C'est la plus grosse capi française, LVMH. Enfin, c'était. Et voilà, ça ne fait pas du tout ce que la théorie dit que ça devrait faire en fondamental. Alors maintenant, si on avait regardé les supports et les résistances sur LVMH, donc, on a 2023, là c'est juillet 2023. Donc moi, je vous propose de commencer avant juillet 2023. On ne regarde pas du tout les nouvelles, ça nous est complètement égal. Bon, là, on a une zone qui n'est pas très claire, on ne sait pas très bien quelle est la tendance sur LVMH, mais très nettement, à partir du moment ici, fin 2023, on est sûr que la tendance est haussière parce que on a 2 points hauts en hausse et 2 points bas qui sont également orientés à la hausse. À partir du moment où c'est haussier, on va chercher à identifier les supports. Alors, si on prenait juste ce point, quand on arrive là, sur ce sommet, on peut se dire, tiens, voilà le niveau de support, c'est ce creux.
Mais je vous ai dit, attention, le niveau de 38%, c'est quand même toujours le niveau le plus fort sur le graphique. Donc en fait, il faut que vous regardiez votre creux, qui était ici, qui est donc un support, mais il faut aussi que vous regardiez le retracement du dernier mouvement et où est le 38%. Si on est un petit peu en dessous, quand on va enfoncer ce niveau, là vous voyez qu'on a fait un gap baissier quand on a enfoncé ce niveau, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le dernier creux puis ils disent ouh là là, on est passé en dessous, faut vendre. Donc on fait un gap baissier. Pourtant, on était sur le 38% juste en dessous. Donc finalement, ça se stabilise. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on avait déjà bien baissé auparavant, les gens ont peur, ils ont vendu et on est arrivé sur le support. Donc finalement, ici, on s'est stabilisé parce qu'on n'avait plus suffisamment de vendeurs pour continuer à baisser. Et finalement, pouf, ça repart. Alors, le 38, on a réessayé de l'enfoncer. On a clôturé dessus à quelques centimes. Hein. Les niveaux, hélas, ne fonctionneront jamais de façon ultra précise. C'est pas des ponts qu'on construit en analyse technique. On fait pas les choses au centimètre. Tout le boulot, en fait, c'est d'arriver à évaluer correctement la qualité des signaux. Mais on rebondit. Ça monte, on arrive sur ce nouveau sommet, on se pose la question de où sont mes supports pertinents. Et là, on regarde et puis on voit qu'on a ce creux juste avant et donc on se dit, même chose, ah ben voilà mon support, je trace le support. Sauf que on vérifie qu'on a bien là un retracement de 38%. On voit une fois encore qu'il est un tout petit peu plus bas. Et on va tester le niveau en fait en clôture, on a respecté le niveau horizontal et en intraday, on a respecté le 38%. Ça repart. On arrive sur ce nouveau point haut ou sur celui-là et à nouveau, on met à jour nos supports et là, on est un petit peu embêté parce qu'on voit qu'on a un support ici avec ce support-là, testé 2 fois. On a ce sommet là, on peut se dire avec un gap qui pourrait peut-être être un niveau intéressant. Puis après, on a ce creux qui est ici. Alors, quel est le niveau qu'on va retenir? On reprend notre Fibonacci, on trace Fibonacci de la dernière hausse et on voit que le Fibonacci, il est là. Donc, en fait, il est un petit peu en dessous de ce niveau-là. Donc, on se dit, ça, à nouveau, c'est mon support clé. C'est celui que je mets sur mon graphique. Et en fait, quelques jours après, on enfonce ce support à 842, on va dire. Il est enfoncé fin mai. Je passe au slide suivant. Voilà toute la hausse qu'on a vue. Voilà le niveau à 842. Il est enfoncé. Donc là, ça nous dit, attention, la tendance qui, depuis ce point-là, était haussière, elle n'est plus haussière. Elle devient neutre. Bon, et puis on voit que ça tente de remonter, mais on ne fait pas de nouveau sommet. Ça rebaisse un petit peu. Alors là, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Où sont les niveaux de support? Où sont les niveaux de résistance? Jusque-là, hein, d'accord, on ne dépasse pas encore l'endroit où j'ai mis ma flèche. Alors, bien sûr, on a ce creux qui est là, on a ce creux qui est là. Lequel est le plus important à surveiller? Celui-là, il a 1 ou 2 tests, c'est pas mal. Celui-là, il a un seul test, mais celui-là, c'est 38% de retracement depuis ici. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez eu plusieurs petits mouvements comme ça, et que tout d'un coup, boum, vous enfoncez 38% du dernier, vous allez vous poser la question de c'était quoi le mouvement qui englobait tous ces autres mouvements. Parce que maintenant, c'est lui qu'on risque de corriger. Parce que jusqu'à présent, on a corrigé des mouvements très courts, mais à partir du moment où ce mouvement court, il est plus haussier, on risque d'aller corriger ce grand mouvement ici. Donc, on calcule le 38% de retracement de ce grand mouvement et on se dit, ça, c'est mon niveau de support sur lequel je vais attendre qu'on arrive avant de tenter des achats parce que LVMH, à long terme, on sait que c'est super et qu'il faut l'acheter. Donc, 755, 756, on revient sur le niveau, on tente des achats, ça rebondit un peu, mais pas beaucoup. Et puis, en fait, la fois suivante, boum, on l'enfonce. Donc, on se stoppe quand on enfonce le niveau. Le niveau, il va revenir servir de résistance et ça repart à la baisse. Alors, bien sûr, on a des niveaux de support qui vont apparaître ici, on a des niveaux de support qui vont apparaître sur tous les points bas. Mais
quel va être le niveau le plus important une fois encore. Alors, je vous ai dit, si on a enfoncé de la même façon qu'on avait mis fin à ces petites tendances, là, à cette série de petites tendances, là, on vient de mettre fin à une grande tendance. Donc, on est obligé d'aller chercher une tendance encore plus grande. Donc, la tendance qu'on vient d'enfoncer, c'était celle-là. Hein, le 38% que je vous montrais tout à l'heure, c'était celui-là. Et donc, on va chercher maintenant le mouvement qui a commencé en 2020. Et voilà ma flèche qui illustre le retracement de tout ce mouvement. Hop, il se trouve que c'est un point bas. À 659,60, on a un point bas. C'est aussi en 38%. Donc, en fait, on a d'autres supports intermédiaires, mais celui-là, c'est celui qu'on met sur notre chart parce que c'est celui sur lequel on veut vraiment acheter LVMH. Et là, je rezoome. 659,60, c'est le niveau qu'on avait inscrit. Vous voyez que donc le 38%, il était juste un tout petit peu en dessous de 659,60, donc on avait cette zone. Fin octobre, c'est le niveau sur lequel on s'est arrêté. On a rebondi un petit peu, on a rebaissé, on est revenu dessus. Alors, on a essayé de casser. Donc, je vous ai dit, c'est pas super précis. Et plus votre niveau, il est vieux, plus il correspond à un retracement de plusieurs années, plus vous devez être tolérant d'une zone d'imperfection. Donc, dans l'ensemble, là, on a quand même rebondi à chaque fois. Et c'est à partir de là, bon, c'est quand j'ai préparé le séminaire, hein, je ne sais plus ce qui s'est passé, on a rebondi. Je ne pense pas qu'on ait dépassé 825 encore. Voilà, donc 38%, les bons niveaux de support. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit de ne pas se perdre. Si vous aviez tracé, et vous le ferez vous-même parce que je ne peux pas tracer tous les niveaux avec vous, mais si vous aviez tracé les niveaux qui joignent 2 points, là, comme ça, oh bah ok, vous auriez eu un signal là, mais vous auriez eu un signal, vous auriez baissé un jour, puis après vous auriez monté 3, puis vous auriez baissé 2, puis vous auriez remonté 3. Vous voyez, ça aurait été un signal complètement insignifiant par rapport, par exemple, à ce niveau-là qui était pertinent. Par rapport à ce niveau-là qui vous disait, attention, là maintenant, de toute façon, il ne faut plus rien faire. Il faut juste attendre le niveau suivant important. Donc, les niveaux importants, 38%, plus des niveaux horizontaux. C'est cela que vous voulez mettre sur vos graphiques et c'est quand vous arrivez là-dessus que vous devez traiter. Donc, en fait, tous les soirs, vous regardez des valeurs qui sont dans des tendances haussières, vous tracez vos niveaux de 38% sur les horizons de temps qui vous intéressent. Vous pouvez tout à fait le faire sur des horizons de temps intraday. Et dans la journée, vous passez en revue vos graphiques et quand vous voyez que la valeur elle arrive sur le niveau, vous préparez votre stratégie, vous achetez, vous mettez le stop en dessous, vous attendez le rebond jusqu'à la prochaine résistance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Maëva? Oui, tout à fait, tout à fait. On a quelques questions. Alors, déjà, est-ce que c'est valable pour les indices et pour les devises? Oui. Je vais vous montrer un exemple sur le S&P. Il y a une autre question? Alors, qu'est-ce que tu penses du trading à 1 minute? Donc voilà, que pensez-vous du trading à 1 minute? Donc très très court Il n'y a terme, je rien de sais que tel c'est pour pas, perdre. voilà, Mais enfin, voilà, c'est pas quelque chose que tu j'ai fait tout recommandes. un webinaire là-dessus. Il faut surtout pas faire ça. Et est-ce qu'il y a mais bon, c'est pas du tout le Et la sujet du webinaire, dernière, donc par rapport aux supports et aux résistances, comment tu les traces par rapport aux mèches? Est-ce que tu les traces ouais. au-dessus ou en dessous de la mèche? Qu'est-ce que tu prends en compte? Oui, la mèche, c'est avant tout ce qui compte. On commence par se dire, vous voyez là par exemple, je me dis, j'ai un 38% de retracement qui est là, je ne sais plus le niveau, hein, mais je m'ai montré moi. Et j'ai un niveau horizontal, un point bas qui est là, avec une mèche qui est là. Donc, je prends le niveau de la mèche. Après, il faut faire preuve. Bon, après, il faut suivre le marché. Comment vous dire? Il faut être attentif aux nouvelles, il faut faire des choses pour évaluer si, quand on enfonce, c'est un signal ou pas. Mais il ne faut pas prendre un signal. Si vous voulez, le truc, il vient de s'effondrer de 900 à 650. C'est quand même une sacrée baisse. Donc, c'est pas parce qu'on enfonce le niveau
de quoi 1 euro qu'on a un signal de vente là. On se dit, bon, je vais attendre un peu pour acheter à la rigueur. Mais quand on voit qu'ici, on forme un petit triple bottom, c'est-à-dire que on teste plusieurs fois le support, on teste plusieurs fois une résistance, on ouvre un gap au-dessus, bon, ben là, on a un petit signal d'achat. On a le bon niveau et on a le marché qui nous donne la preuve de la force, la preuve que oui, tout d'un coup, il y a des acheteurs qui sont dominants. Donc là, on y va, on achète sur le gap haussier. Mais voilà. Mais après, par exemple, là, euh, pour savoir si votre support est validé ou pas, enfin s'il tient toujours, il faut aussi regarder le cours de clôture. C'est-à-dire que si pendant la séance, vous avez un franchissement, mais qu'on a clôturé au-dessus, la mèche pendant la séance ne donne pas de signal. Ce qui va compter, c'est la clôture. Mais si vous enfoncez pendant la séance et que vous clôturez en dessous, là, vous êtes un peu embêté. C'est potentiellement ce qui s'était passé ici. Ici, on pouvait se demander, est-ce que j'ai un vrai signal parce que j'ai clôturé en dessous de toutes mes mèches ou pas? Voilà. Moi, je trouvais que c'était pas un vrai signal, mais je vous le dirai très clairement, c'est la difficulté c'est ça, c'est d'évaluer en temps réel la pertinence d'un signal. C'est pour ça que le 1 minute, avant que vous ayez le temps de penser à tout ça, vous êtes mort 10 fois parce qu'il y a tous les ordinateurs qui pensent, eux, en des millionièmes de secondes et qui ont décidé, agi, tout ça avant vous. Alors, on me demandait, attendez un peu, toc, 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 pourquoi est-ce que... Alors, il y avait une autre question par rapport à cette Oui, unité de temps. À partir de oui, quelle unité de temps tu considères que c'est viable et qu'on a le temps justement de cette réflexion? bah, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez à faire, de votre pratique, etc. Plus vous êtes débutant, plus il faut avoir des horizons de temps longs parce qu'il faut que vous ayez le temps de réfléchir à tout plusieurs fois. Donc, quand on est débutant, il faut plutôt se dire que faut travailler sur des horizons de temps hebdomadaires, prendre des positions qui durent 2-3 mois. Euh, Quand vous êtes à l'aise là-dessus, que vous faites peu d'erreurs, par peu d'erreurs, ça veut dire que le plan que vous avez décidé d'appliquer, eh bien, vous l'appliquez, vous changez pas d'avis, et deux, vous vous rendez compte que votre plan est pertinent. C'est-à-dire que bien sûr que vous allez être stoppé. Hein. C'est pas du tout un problème d'être stoppé. Mais quand vous êtes stoppé, il faut que ce soit pour des raisons pertinentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le cours baisse un tout petit peu, et puis après, il aille à votre objectif, après que vous ayez été stoppé. Ça, c'est que votre stratégie était mal construite. Donc, quand vous arrivez à faire ça sur des horizons de temps longs, vous pouvez essayer de traiter sur du 2 à 4 heures, mais n'allez pas en dessous. Sincèrement, en Ok. dessous, ça va trop vite par rapport à votre tête. Vous n'allez pas arriver à tout analyser, à tout mettre en place, à prendre le recul, à décider, à agir. Ça devient vraiment épuisant. Parfait. Alors, on me demandait, est-ce que ça marche sur les indices? Bah, je vous propose de regarder sur le S&P 500 le suivi qu'on a donné chez Day by Day à nos clients. Alors, comment ça marche? Une analyse chez Day by Day, c'est important à savoir. Les analyses sont suivies. Je ne parle pas des recommandations chez IG, parce qu'une recommandation, c'est pas pareil qu'une analyse. Une analyse, c'est ce qu'on donne à nos clients et c'est ce à partir de quoi on décide parfois de faire des recommandations qu'on va par exemple envoyer chez IG. Une analyse, c'est identifier une tendance, identifier des objectifs pour cette tendance, donc des résistances ou des supports, et dire où est le niveau d'invalidation, c'est-à-dire sous quel niveau cette tendance va cesser d'exister. Donc, si la tendance est haussière, vous devez chercher à acheter. Vous devez acheter quand on arrive sur des supports et très certainement quand on arrive sur le support majeur, le niveau d'invalidation. Et en revanche, si on enfonce le support majeur, là aussi, il faut faire preuve de pertinence sur de combien faut-il enfoncer le support majeur. Hein, donc ça, c'est une décision qu'il faut prendre en temps réel. Et bien là, il va falloir couper la position et puis revenir plus tard quand on aura une autre tendance, une nouvelle tendance.
Et donc, on suit nos analyses, c'est-à-dire que quand on franchit la résistance, on met à jour l'analyse, quand on enfonce le support, on met à jour l'analyse, et les avis, ils sont suivis. Tant que c'est haussier, tant qu'on n'a pas enfoncé le niveau d'invalidation, c'est haussier, etc. Donc, je vais vous montrer ce que ça a donné. Et on va démarrer fin octobre 2019, parce que comme ça, on va voir comment on arrive à Covid. Et comment on a fait pendant Covid et après Covid. Bon, je vais aller un petit peu vite parce que y a quand même beaucoup d'analyses, mais voilà. Donc, fin octobre, vous voyez qu'on est sous la résistance, ici 3027. On voit bien qu'il y a une vague tendance haussière, mais on est quand même sous cette résistance et pour le moment, le S&P, il était plat, donc la tendance était neutre, il n'y a pas de flèche. Ça, c'était le 28. Analyse suivie, le 29. On constate qu'il y a un gap qui est ouvert au-dessus de la résistance, qui devient donc maintenant support. Et donc, notre avis devient haussier. Enfin, notre avis, la tendance du S&P 500 devient haussière. Et on dit au client, le support majeur, c'est-à-dire le niveau d'invalidation, est à 2948. Tant qu'on est au-dessus de 2948, il faut ouvrir des positions à l'achat. Si on enfonçait 2948, alors la tendance ne serait plus haussière, il faudrait clôturer toutes ces positions. Et on a des objectifs qui sont précisés. Donc ça, c'était le 29. Le 4, donc pendant quelques jours, on fait rien, et puis on monte un peu, on republie pour confirmer, il n'y a rien qui change, hein, il y a juste une barre en plus. Analyse suivante, en fait 2 semaines plus tard, parce que vous voyez, il s'est quasiment rien passé. Hein. Regardez, entre cette analyse-là et celle-là, on a eu plein de barres, mais des barres qui bougeaient pas. Donc là, accélération, ouverture d'un gap. Donc on republie. Et là, attention, il y a un truc qui a changé. Vous voyez qu'on disait avant support majeur à 2948. Et là, on dit support majeur à 3022. Pourquoi on a changé le support majeur? En fait, là, je ne vous explique pas pourquoi il était là. Mais ici, on a maintenant un retracement de 38% à 3022 qui est dessiné là, qui correspond au précédent sommet et à ce petit creux. Donc, ça devient le support majeur. C'est le niveau sur lequel toute la tendance tient. Et on republie, on publie régulièrement. Hein. Quand il se passe quelque chose, quand il se passe rien, on republie. On a toujours notre support majeur à 3022. Et puis, ça monte. Hein, ça monte toujours. Tiens, ça se replie un petit peu là. Ça montait, ça se replie un petit peu. On a toujours le support majeur à 3022. On met un support en plus à 3091. On a d'autres supports. Le support à 3091, en fait, il a été enfoncé pendant la séance, mais si vous voyez le tout petit, enfin la clôture est sur le support. On ouvre 2 gaps, on revient sur le précédent sommet. On est toujours haussier, bien entendu. On sort, on est toujours haussier. On avait un stop à 3022. On a fait un nouveau sommet, on remesure notre 38%. Notre 38%, il correspond à ce creux qui correspond à cette zone de support. Ça devient le nouveau support majeur, 3065. Et ça monte, on est toujours haussier. Hein, tant que ça monte, tant que le niveau n'est pas, tant que notre support majeur n'est pas enfoncé, ça reste haussier. 3065, ça monte. Ah, tiens, voilà, là on estime qu'on a fait un petit bout de mouvement nouveau qui est intéressant. On remonte notre support à 3191. Et puis alors là, ça explose. Donc en fait, ça c'était le support à 3191. On était donc par là. Boum, ça part à la hausse. Quelques jours après, on recalcule et on dit, voyez là, ce niveau-là, 3214 ou 3215, 38%, support majeur. Ça continue de monter, ça monte tout le temps. Hein. Oh tiens, ça baisse. Et là, quand le marché revient, on dit notre niveau de support majeur, c'est 3214,70. Pour le moment, c'est toujours positif. Ça rebondit un tout petit peu et quelques jours après, qu'est-ce qui se passe? Magique, 3215 le marché. Ah bah ouais. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Pouf, nouveau sommet. 38%, ça marche. Donc vous voyez, on s'est arrêté avant, c'était bien 38% le support. Le marché, il est venu chercher le support avant de repartir à la hausse. Toujours haussier. Je vous rappelle que donc c'est depuis le début décembre qu'on est haussier. Là, on est le 12 février. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on approche vraiment du moment où Covid, ça a commencé à poser des problèmes.
Et donc là, on a un stop à 3215. Et on va faire des nouveaux sommets. Boum, on remonte notre stop à 3317, 3318. J'ai pas mis la flèche parce qu'il n'y avait pas la place, mais c'était le 38% plus un creux. Et là, en fait, j'ai publié le matin du 24. Je savais que le marché allait ouvrir en dessous du support majeur, donc, mais j'avais pas encore la cotation, donc on voit pas la barre. C'était le 24 février. Mais le 25, voilà, le graphique, le support majeur qui était à 3318, il est devenu résistance. Boum, on s'est enfoncé, on est allé directement à 3215, qui était ce niveau-là, qui était le 38% de toute cette hausse-là. C'est-à-dire que le marché, il a enfoncé le 38% de cette hausse, il est allé, pam, direct au 38% de la hausse précédente. Donc, la tendance devient neutre. Et là, c'est Covid en fait, hein, ça s'était jamais produit, donc ça va au 38% de la tendance suivante, hein, c'est toujours un 38, 3215, 3126, et en fait, il était trop bas, il n'était pas sur le graphique, on en avait même un autre. Donc 3126, boum, ça continue. Là, ça rebondit un tout petit peu. Alors là, on est toujours neutre parce que la tendance n'est pas baissière, parce que pour faire une tendance baissière, il faut deux creux et deux sommets qui se suivent. Donc en fait, là, on dit aux clients, en fait, on peut rien faire, quoi. C'est un marché de dingue. Il vaut mieux pas toucher, hein, parce que la volatilité est trop forte. Bon, ça baisse, et puis là, on a un premier rebond jusqu'à 3100. Je passe vite, ça repart à la baisse. Voilà. Et là, en fait, on a pour la première fois, en clôture, on commençait à avoir sommet creux, sommet définition d'un creux. Donc, on pouvait dire qu'il y avait un niveau d'invalidation à 3137 et que la tendance devenait baissière. Donc, ok, on dit c'est baissier maintenant avec une invalidation à 3137. Voilà toujours l'invalidation à 3137. Le lendemain, gap baissier, on enfonce les supports, hein, on enfonce tout là. Hein. Et hop, on reprend le 38%, ce qui était pas tout à fait le 38%, on en baisse le stop à 2902. Le marché continue de baisser, c'est toujours baissier. On abaisse le stop à nouveau à 2730. Donc vous voyez, 2730, 2530, on s'arrête juste en dessous. Résistance majeure, ça devait être le 38% de ça. Ça allait tellement vite là que c'est super compliqué. Hein. Mais regardez jusqu'où on baisse, 2189, on abaisse le stop, la résistance majeure à 2467, boum, elle est franchie. Donc en fait, on a fait quand même tous cette partie-là, c'était un vrai profit potentiel, et là, la tendance n'est plus baissière. Donc le niveau, alors oui, la tendance n'est plus baissière. Regardez ce qui se passe derrière, ça se replie un petit peu, on hésite un peu. Vous voyez qu'il y a des 38 qui apparaissent, c'est toujours les niveaux qui sont respectés. Mais ce qui va m'intéresser, voilà. Donc là, le 7 avril 2020, je vous invite à aller voir ce qui se disait dans les nouvelles. On a le début d'une tendance haussière sur le S&P 500. Creux, sommet, creux, franchissement. Et le niveau qu'on franchit, c'est 38% de toute la baisse Covid. La baisse Covid est terminée. C'est ce que je dis à mes clients. La baisse Covid est terminée et là, on va aller très vite parce qu'il est 8 heures. Donc, regardez, analyse après analyse. Hein. Le niveau majeur, il va monter. Voilà la flèche. Donc, on a dit que ça s'était fait à, disons, à 2700 points. Ça monte, ça monte. Tous les jours, enfin, à chaque analyse, c'est positif, 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 c'est positif. Ça veut dire qu'on n'a jamais enfoncé le niveau clé qui est le 38%. Ah, là, on l'enfonce un petit peu, mais là, vous voyez, néanmoins, on reste positif. Le 12 au soir, on montre que le marché, il a clôturé, mais on montre que quand même, il faut rester positif, que c'est sans doute du bruit. Et effectivement, quelques jours après, ça rebondit, ça revient dessus, on ajuste notre niveau un petit peu, on dit ok, on n'a pas le bon niveau, 3000, et là, ça repart. Donc on est resté positif, on a traité le problème du faux signal, ça monte toujours, hein.
On est à 3400 là bientôt. Voilà, bim, 3393. La tendance est devenue positive ici, ce jour-là, à 2700. Et jamais on a enfoncé le 38%. Et ça continue, 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 ça... Oh, tiens, regardez là. On franchit 38% de retracement de la dernière hausse à 3355, support majeur. Pam! On revient où? 3355. Oh, on l'enfonce un peu. On dit non, mais c'est pas grave, c'est du bruit. Ça rebondit, ça hésite un peu, on reste toujours positif. Ah, bah là, on dit bah non, ok, ça l'est plus. Donc en fait, euh, tout ça, c'est juste ce qu'on appelle le suivi de tendance. Suivre la tendance, ça veut dire que tant qu'on fait des nouveaux sommets, on reste à l'achat et on attend que cette tendance soit invalidée pour sortir les positions à l'achat. Et après, on va attendre un nouveau niveau de support. Alors, le niveau de support suivant, c'était 3217, 3115, 3217. On revient dessus, on revient dessus. Ça commence à rebondir un petit peu. On se dit, est-ce que j'achète ou pas? La tendance n'est pas encore franchement haussière. Voilà, bon là on a une tendance qui est à nouveau clairement haussière parce qu'on a creux, sommet, donc à 3470 par exemple le 10 décembre, non le 12 décembre, et ça repart. On redevient neutre parce qu'en fait on voit que ça passe pas, on se dit ok, consolidation plus longue. Donc là, ça consolide, et ça consolide, et puis à un moment, on refait un nouveau sommet, 3005, et là, ça reste positif à nouveau pendant des mois, parce que le S&P n'a pas arrêté de monter. Hein. Et le nombre de fois où on va tester le 38%, il est juste phénoménal. Voilà. Donc, avoir les bons supports, c'est... J'ai hésité, hein, je ne savais pas très bien comment vous traitez les exemples. Je vous montre ce qu'on a fait en temps réel. Parce que c'est très simple de prendre un graphique et puis après de l'oublier, etc. Il faut que vous fassiez la même chose. Il faut que vous fassiez des collections comme ça de graphiques parce qu'on arrive à avoir les bons niveaux parce qu'on a de l'expérience. Au début, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Mais je vous ai montré 38%, c'est le niveau clé, c'est le niveau d'invalidation, c'est le niveau le plus fort du graphique. Et sinon, eh ben, il faut apprendre, mais nous, on est limité. On a toujours au moins 2 supports de résistance, parfois 3, ce qui permet, quand le marché va très vite, d'avoir des niveaux qui sont déjà tracés. Mais n'allez surtout pas au-delà de ce nombre de niveaux sur votre graphique, parce qu'il faut que votre graphique, vous puissiez l'utiliser pour acheter et pour vendre et pour développer une stratégie de trading pendant la journée sans avoir à trop réfléchir. Bon voilà, on va arrêter là. Et donc Fibonacci, avec plus de détails, là, c'était le webinaire précédent. Et vous avez un webinaire sur la tendance qui doit être Oui, plus ancien, septembre-octobre. tout à fait. Et tout est disponible sur notre chaîne YouTube, hein, comme le sera le webinaire de ce soir. Donc surtout si vous avez envie d'aller regarder le webinaire sur Fibonacci ou sur les niveaux, eh bien n'hésitez pas. Je vais vous l'afficher tout de suite à l'écran. Hop. Voilà, donc ça c'était un petit rappel sur les comptes. Et là voilà, vous pouvez scanner notamment ce QR code, vous retrouverez nos réseaux sociaux et vous avez la chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez tous les webinaires avec Valérie qui était hyper intéressant et celui de ce soir également qui sera disponible dès demain. Merci beaucoup Valérie, merci à tous pour Merci vos Maëva. questions et votre participation et rendez-vous bientôt pour un nouveau thème. Au revoir. Bonsoir.